Bonjour à tous et écoutez, ravi de votre présence pour ce lancement du livre qui va changer le monde. C'est celui-là. Donc, n'oubliez pas, hein, la Bible, Harry Potter et les 101 mots de la RSE. Voilà, c'est le tiercé gagnant. Et donc, on va discuter un petit peu de ce livre, mais surtout, on va discuter d'émotions. Et pour cela, on ne pouvait pas avoir meilleur casting que Vincent et Magali qui vont se présenter. Enfin, j'espère qu'ils sont connus de tous dans cette salle, mais quand même, c'est mieux qu'ils se présentent eux-mêmes. Alors, Vincent, who are you? Enchanté et bravo pour ce superbe livre, cher Fabrice, pour cette orchestration et cet élan. Je m'appelle Vincent Avanzi, je suis un Chief Poetic Officer, un poétiseur. Je me suis donné comme mission de vie il y a 10 ans maintenant de réenchanter le monde avec la poésie. Je le fais notamment en entreprise, dans les prisons, dans les écoles. Et le but étant de regarder comment est-ce qu'on peut apporter un supplément d'âme à nos vies, avoir une élévation humaine, et puis regarder comment est-ce qu'on peut dessiner des horizons un peu plus durables demain. Enchanté. Merci Vincent. Alors Vincent, bien sûr, est co-auteur dans le livre. Et on a une co-autrice de choc aussi, donc Magali Payen. Enchanté tout le monde. Donc, moi, ce que j'aime dire, c'est que la raison pour laquelle je me lève le matin, en fait, c'est d'accompagner la métamorphose du monde via les imaginaires et l'activisme. Et donc, j'ai créé un mouvement de mobilisation citoyenne qui s'appelle On est prêt, qui a vocation à mobiliser la jeunesse pour un monde plus respectueux du vivant et de la justice sociale. Et j'ai aussi créé une société qui s'appelle Imagine 2050, qui a pour vocation à accompagner les leaders culturels à la prise de conscience sur les grands enjeux de société qu'on est en train de traverser et la transformation de leurs récits. Voilà. Alors, on va aller droit au but parce que le temps presse, hein, n'est-ce pas? Et Vincent, première question pour toi. On est très très préparé, hein, je vous préviens tout de suite, il n'y a pas de questions pièges. C'est du mot à mot. Voilà, et c'est presque du mot à mot, oui. Donc je lis la question pour que tu te souviennes bien de la réponse. C'est comment la poésie peut-elle réenchanter le monde? Mais c'est pas tout, c'est pas tout. Le pouvoir de la poésie, c'est d'apporter un supplément d'âme à la prise de conscience. Mais comment ça marche, mon cher Vincent? Écoutez bien. Hein. Johanna Messi a écrit un livre qui s'appelle L'espérance en mouvement, dans lequel elle dessine plusieurs scénarios pour l'avenir, et en fait notamment un qui s'appelle le changement de cap. D'où cette expression en fait qu'on utilise beaucoup en ce moment. Comment est-ce qu'on a besoin en fait dans le monde dans lequel on vit en fait de changer de manière d'être, de vivre, de travailler. Et en fait la poésie justement répond à ça en fait. C'est un autre regard sur le monde, une manière d'être au monde, une manière de vivre, une manière aussi de collaborer, de se connecter à soi, se connecter à l'essentiel, et puis de se connecter un petit peu à l'idéal vers demain. Moi je considère que dans la poésie il y a 3 vertus principales. La première c'est le champ lexical. Comment est-ce qu'on peut trouver le mot juste dans notre communication apaisée au présent. Ensuite, le champ des possibles, comment est-ce qu'on peut contempler un idéal ou se projeter vers un horizon commun. Et ensuite, le champ émotionnel, comment est-ce qu'on peut se parler d'âme à âme, écrire avec le cœur pour toucher le cœur de son audience. Et c'est pour ça que je considère qu'aujourd'hui, il y a 2 espéranto dans le monde, pour avoir un langage universel. Le premier, c'est l'anglais, parce que c'est la langue de communication internationale. Et le deuxième, sans ordre, c'est la poésie, parce que c'est la langue du cœur. Et en fait, ça permet de toucher un peu le cœur de tout le monde. Et en fait, les poètes, à la base, sont ceux qui dédient leur vie à une quête d'harmonie. Une quête d'harmonie, d'équilibre entre les différentes forces vivantes. Et en fait, quand on regarde, le but aujourd'hui, c'est peut-être de ne pas passer du gagnant-perdant au gagnant-gagnant, mais peut-être de passer du gagnant-gagnant au gagnant-vivant. C'est pour ça qu'on utilise l'expression d'un win-win-win-win, pour justement que ce soit prendre soin en fait, de soi, des autres et de la planète, et pas juste un gagnant. Puis aussi cette notion de temporalité aussi, en fait. Comment est-ce qu'on sort du court-termisme et on est à la fois dans le présent, et puis aussi dans le long terme ou même l'atemporel en fait. Et c'est aussi ça qui est beau en fait dans la poésie, de pouvoir être un élan d'optimisme vers l'avenir, mais aussi en fait un retour à soi dans ce qui est le plus essentiel à nous. C'est pour ça que j'aime bien dire en fait comment est-ce qu'on peut passer de ce qui est vital à ce qui est viral à ce qui est vital pour une planète plus habitable. Et donc ça, et puis après en fait c'est aussi cette notion de storytelling. Comment est-ce qu'on peut réenchanter le monde aussi grâce à la poésie. Et donc cette notion là de regarder comment est-ce que par exemple
comment est-ce qu'on peut aller au-delà en fait du présent, et notamment comment est-ce qu'on peut dessiner des scénarios un peu plus durables pour demain. Et en fait, cette notion-là de renouer avec l'émotionnel, le sensible, l'émerveillement, et puis aussi en fait de regarder comment est-ce qu'on peut poétiser le monde, comment est-ce qu'on peut le réenchanter. Par exemple, les storytelling des entreprises aujourd'hui, il y a aussi une poétisation qui est possible. Moi, je me souviens avec les Jeux Olympiques, la cérémonie de clôture des JO là en août. Je pense qu'il y a une des plus belles visions que j'ai toujours rêvé d'avoir dans ma vie. Cette vision d'harmonie, en fait, on voyait tous les drapeaux, tous les peuples, toutes les cultures réunies en fait dans un même vaisseau terre au Stade de France. En fait, parce que le but, en fait, c'est de coécrire l'avenir ensemble et de focaliser sur un horizon commun. De la même façon, en fait, une manière de poétiser l'avenir, ça peut être aussi de regarder comment est-ce qu'on peut passer justement the earth a heart, dans le sens où en fait la terre peut devenir un cœur, parce qu'en fait c'est exactement les mêmes lettres en anglais, sauf que le H on le met devant, c'est le H de l'humanité à mettre un peu devant. Et puis aussi une manière de poétiser aussi la RSE. Quand tu me posais la question, je me disais en fait la RSE c'est la responsabilité sociétale des entreprises, mais peut-être que ça peut être aussi un rêve sensoriel enchanté pour un réveil salutaire émerveillé, en vue d'une révolution sociétale engagée et une renaissance sereine et enjouée avec le slogan régénération, sobriété et écologie. Bravo, bravo. Vive la poésie. Bravo. Ouais, je vous avais prévenu, il est redoutable. Mais Magali, pas mal non plus. Alors, tu as choisi, toi, le leader culturel dans le livre. Alors, leader culturel, c'est la première fois que j'entendais ce terme de leader culturel. Et j'ai même entendu, j'ai une fille qui est venue me voir il n'y a pas longtemps, qui me dit je veux faire une thèse sur les leaders culturels. Tu ne savais pas ça, hein? Non, ah ouais. extra. Ah bah, tu vois, ça tout peut venir. Alors d'abord, c'est quoi un leader culturel? Et comment les faire advenir? Parce que je crois qu'on en a vachement besoin, Magali. Yes. Bah, déjà, moi, j'ai envie de rebondir sur ce que Vincent a dit. Si le poète, c'est celui qui est en quête d'harmonie, j'ai l'impression qu'on est tous un peu poètes dans cette salle, non? Absolument. C'est d'ailleurs c'est le mantra que je préfère, c'est que la poésie, comme la beauté, sauvera le monde, et que nous sommes tous des poètes. Allez, voilà. J'adore. Alors, un leader culturel, c'est quoi? Pour exemple, les leaders culturels, c'est ceux qui ensemencent nos imaginaires. Ce sont aussi bien les artistes, auxquels on pense en premier, notamment les poètes, les écrivains, les chanteurs, les scénaristes, mais aussi les éditeurs de jeux vidéo, les éditeurs de radio, de livres, et puis aussi les journalistes, et puis aussi les publicitaires, et puis aussi les directeurs de la communication, et peut-être les directeurs de la RSE. Pourquoi pas? Et alors, pourquoi on se focalise sur les leaders culturels? Eh bien, c'est parce que savoir ne suffit pas. Et alors, je vais essayer de ne pas en chialer, en parlant. Tu m'as dit c'est bien de faire chialer les gens et tout. Alors moi, quand j'en parle, ça peut me faire chialer, mais bon, je vais quand même essayer de ne pas aujourd'hui. Ça fait quand même depuis 1962 que Rachel Carson a sorti son livre Silent Spring, Printemps silencieux, qui nous alertait en fait sur l'extermination des oiseaux par les pesticides. Ça fait maintenant 52 ans que le rapport sur les limites à la croissance est sorti, de Denis et Donella Meadows. Et en fait, Valérie Masson-Delmotte, qui est la scientifique qui a piloté certains rapports du GIEC, est intervenue il y a quelques mois à un événement que j'organisais avec des influenceurs, et elle était très émue, et en fait, elle leur disait, en fait, on a l'impression de crier dans le désert. Depuis des décennies, on essaye de porter l'alerte, et cette alerte, elle n'arrive pas aux oreilles du grand public et des décideurs économiques et politiques. Donc en fait, on a besoin de vous, les youtubeurs, les artistes, pour porter notre message et réussir à toucher les cœurs. Et on arrive à un tel niveau de désespoir qu'aujourd'hui, il y a des scientifiques qui vont coller leurs mains. C'est à ce moment-là que je chiale en général. Pleure, Magali. Non, pleurez à ma place si vous voulez. Mais non, mais il y a quand même des scientifiques qui mettent leur vie en péril, qui se collent les mains sur le goudron, sur des voitures, qui finissent en prison. C'est pas normal. Qui jettent de la soupe sur des glaces. Alors, c'est pas des scientifiques en l'occurrence, mais oui. Jeunes. Et ça, on n'en parle pas assez. Excuse-moi, du coup, je fais une petite parenthèse, mais on parle beaucoup de Paul Watson, mais pas de tous les activistes qui finissent en prison en Angleterre. Et je comprends pas pourquoi il n'y a pas un mouvement de solidarité qui se monte en France pour ces activistes-là, notamment le Roger Hallam, qui est le fondateur d'Extinction Rebellion et de tous les autres. Bref. Donc, savoir ne suffit pas.
Et il y a un énorme enjeu, effectivement, à avoir un diagnostic commun, à avoir un diagnostic scientifique partagé. Ça, c'est le point de départ. C'est nécessaire, mais ça n'est pas suffisant. Une fois qu'on a posé ce diagnostic, encore faut-il avoir les ressources psychologiques pour faire face à ça, parce que c'est quand même vertigineux. Et donc, en fait, psychologiquement, il faut des ressources pour ne pas tomber dans la sidération, le déni, ou, le syndrome de l'autruche, c'est quand même ce qu'il y a de plus partagé. Donc, il faut des ressources psychologiques. Et la meilleure ressource qu'il y a, c'est quand même de co-créer un projet de société. Un projet de société enthousiasmant qui nous fasse envie. Et, comme on aime à le dire avec Cyril Dion, pour créer ce nouveau monde, il faut commencer par l'imaginer dès aujourd'hui. C'est le point de départ. En fait, il y a un aller-retour entre ce travail prospectif, enthousiasmant, et l'action qu'on va mener aujourd'hui. Donc il y a des allers-retours à faire sans cesse entre ce futur et ce présent, et les artistes ont ce pouvoir magique de nous montrer à quoi ce futur pourrait ressembler. Et le fait est que ce futur, il existe déjà dans plein d'endroits du monde. Voilà. Et donc, ce qu'on essaye de faire avec Imagine 2050, en fait, c'est ça, c'est d'expliquer à tous ces leaders culturels, mais aussi économiques, qu'ils sont légitimes à porter ce message. Souvent, les blocages qui apparaissent le plus souvent, c'est ces syndromes de légitimité ou de paradoxe. C'est-à-dire, je ne me sens pas légitime parce que je ne comprends pas toute la situation, ou je ne suis pas assez pure parce que je pollue, nanana. Mais que celui qui est parfait dans cette salle me jette la première pierre, ça n'existe pas. La perfection n'est pas de ce monde. Donc si on attend d'être parfait pour agir, on n'y arrivera jamais. Et sur le blocage de la légitimité, ce qu'on explique à ces leaders culturels, économiques, c'est qu'il ne faut pas attendre de se sentir omniscient pour agir. Même un expert du climat ne comprend pas tout ce qui est en train de se passer en termes de dérèglement climatique. Et un expert du climat lui-même ne comprend pas du tout ce qui est en train de se passer en termes d'extinction de masse, de pollution, etc. Donc, c'est pas le savoir le point de départ, c'est la prise de conscience et le fait qu'on aime cette planète. Et c'est Aurélien Barraud qui dit « Nous sommes des vivants qui n'aimons plus vivre. Et nous allons vers notre suicide. » Bah là, l'invitation, en fait, c'est de réapprendre à aimer la vie. Et je ne sais plus comment je voulais conclure. Et c'est ça. Et de réapprendre à aimer la vie. Et en fait, à partir du moment où on aime la vie, eh bien, on prend soin d'elle. Bah voilà. On ne peut pas protéger ce qu'on n'aime pas, en fait. Hein. Ça, c'est très beau aussi, hein, franchement. Et c'est ce que... Ouais, moi aussi, je suis fan d'Aurélien. C'est ce qu'Aurélien dit. Il faut passer du prosaïque au poétique. Donc, on enchaîne sur une deuxième question pour Vincent. Alors toi, tu parles de leaders poétiques qui doivent être vachement copains avec les leaders culturels. Il faut. On est alliés. Vous êtes copains, vous êtes complices. Et tu m'as dit qu'il y avait 8 facettes des leaders poétiques. Alors, est-ce que tu peux d'abord nous décrire ces 8 facettes, hein, n'en oublie pas, et puis nous donner un exemple. Et avant que tu répondes, on a mis en place, il n'y aura pas de micro qui se balade dans la salle parce que c'est le bazar, mais par contre, on a mis en place un pigeonhole là. Donc n'hésitez pas de scanner le QR code. Et si vous avez des questions à poser à nos deux intervenants en fin de session, je prendrai celles qui sont les plus likées. Vive la démocratie. Hein. Alors vas-y. Pour revenir sur Aurélien Barraud, moi je crois aussi en fait dans la nécessité de faire une révolution poétique. C'est une révolution avec une certaine part de douceur, un petit peu le cœur, la main sur le cœur et le poing en l'air. Et en fait, pour avoir cet équilibre-là et apporter un supplément d'âme à la société. Et en fait, du coup, pour faire ça, on aura besoin de leaders poétiques. Et moi, je fais des conférences en fait au-delà des performances poétiques, en fait que je donne, qui s'appelle Enchanter l'avenir en leader poétique. Et le but, c'est de regarder comment est-ce que chacun peut trouver sa singularité et la mettre au service de l'humanité. Comment est-ce qu'en tant que leader, on peut travailler son influence avec plus d'éloquence, plus de cohérence, d'alignement et plus de prise de conscience des enjeux de ce siècle. Donc en fait, le but, ça va être de regarder comment est-ce que chacun on peut devenir justement des poètes ou des leaders poétiques. Et donc en fait, les 8 facettes sont plus quelque chose de l'ordre de regarder comment est-ce qu'on peut être un leader complet pour adresser les enjeux du 21e siècle. Et donc la première facette, ça va être le dictionnaire. Ça va être justement cette notion-là d'influence avec de l'éloquence. Comment est-ce qu'on peut chacun écrire le discours de sa vie et de notre avenir et le manifester au monde. Ensuite, ça va être l'imaginaire. Comment est-ce qu'avec cette notion de rêve et d'émerveillement, on peut tous imaginer l'un ou les possibles.
Ensuite, il y a cette notion aussi de l'humanitaire. Comment est-ce qu'on peut vouloir le bien commun de l'humanité et en fait, dans ce que l'on fait, est-ce qu'on peut servir et élever l'humanité? Ensuite, le visionnaire, c'est cette notion des nouveaux récits, des nouveaux narratifs pour demain, et notamment comment est-ce qu'on peut inventer et dessiner des scénarios durables et désirables pour demain. Après, il y a cette notion-là aussi du missionnaire, comment est-ce que chacun, on peut trouver un idéal, une cause à défendre, et ensuite signer un pacte avec le monde pour justement s'engager sur notre mission de vie. Ensuite, il y a ce que j'adore, moi, ce que je trouve essentiel, c'est rallumer la flamme du révolutionnaire. C'est comment est-ce qu'on peut changer de cap et de paix, et notamment là, en fait, transcender la réalité. Parce qu'on est de nombreuses personnes, nombreux alliés à vouloir transformer le monde en mieux, mais en fait un petit peu éparpillé. Et puis le but, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'on revient dans notre environnement, moi, je travaille aussi notamment avec le C3D, mais aussi avec la Convention des entreprises pour le climat, le CEC, qui fait des parcours de 6 mois justement pour transformer les leaders en fait en des leaders avec une feuille de route pour pouvoir rentrer dans l'entreprise et changer ensuite le statu quo. Et justement, le fait de transcender le réel, c'est quelque chose de difficile quand on revient en fait seul, en pionnier dans son entreprise, et qu'en fait le COMEX en fait vous dit ouais, mais c'est hyper intéressant, mais revenez l'année prochaine. On a d'autres priorités cette année. Et en fait, le but, c'est de regarder comment est-ce qu'on peut justement se rallumer cette flamme du révolutionnaire en nous pour justement aller avec passion, avec détermination, avec persévérance et aller jusqu'au bout en fait, parce que le rêve qui se réalise, c'est celui en fait dont les personnes qui le portent n'aura pas été abandonnées avant qu'il se réalise. Et donc en fait, il y a vraiment besoin en fait de rallumer cette flamme-là en fait qu'on a tous en nous. Et ensuite, il y a le planétaire, c'est cette notion-là de regarder comment est-ce qu'on peut considérer l'harmonie dans tout aujourd'hui. Justement, c'est pour ça que je parlais du gagnant vivant tout à l'heure. Comment est-ce qu'on peut trouver l'ikigai de la terre et du présent. Et puis ensuite, il y a la partie du gestionnaire, cette notion de comment est-ce qu'on peut, avec de l'empathie et puis regarder le temps long, on peut œuvrer collectivement, durablement vers demain. Et donc ça, en fait, quand je regardais, en fait, qui sont les leaders poétiques, en fait tous en fait fondamentalement en nous, mais en fait si on citait en fait énormément déjà dans l'histoire, que ce soit Mandela avec son combat en fait même en prison de 27 ans pour ensuite terminer avec l'apartheid, que ce soit Martin Luther King avec J'ai vu la terre promise, comment justement il présente un futur possible pour demain, que ce soit Maya Angelou avec ses poèmes de Still I Rise et quand bien même je m'élève, que ce soit Victor Hugo, la poésie élément de progrès d'un peuple, que ce soit en fait énormément de leaders en fait dans le 1. Gandhi effectivement avec sa marche pour le sel, pour justement acquérir l'indépendance de son pays. Puis même aujourd'hui en fait, aujourd'hui il y a déjà beaucoup de leaders poétiques. Je finirai par toi justement. Il y a effectivement, on peut citer Pascal Demurger de la Maïf avec son dividende sociétal. On peut citer l'ancien fondateur de Patagonia qui a rendu à la nature de l'actionnariat. Aurélien Barraud avec sa révolution poétique. Jean-Pierre Gou avec sa révolution bleue. Camille Etienne justement avec ses discours de vœux qu'elle avait fait. Féris Barca justement de Banlieue Climat justement qui fait les slams aussi en fait justement pour changer en fait le statu quo au statut collectif. Comment est-ce que justement on peut Cyril Dion qui est aussi un militant et puis effectivement un écologique et un poète et puis toi aussi avec ta capacité de dire non malgré tout, pour renoncer à une certaine forme de société, et puis vous aussi avec Imagine 2050, avec ce que vous faites. Donc en fait, on a tous en fait cette possibilité-là, ce potentiel-là en fait de ranimer justement la flamme d'une personne justement qui est en quête et puis en quête de quelque chose, de passer du jeu au nous vers le plus grand que nous. Et en fait, moi, pourquoi je fais de la poésie aussi, c'est la plus belle définition qui m'a été donnée de la poésie, hormis Charlie Chaplin, qui est faite de dire que la poésie c'est une lettre d'amour adressée au monde. C'est Ferlinghetti qui dit que la poésie c'est la voix de la 4e personne du singulier. Et je sais pourquoi, c'est qu'en fait, quand on écrit en poésie, je ne parle même pas de habiter poétiquement le monde, c'est-à-dire voir le bien, le beau, le subtil et mener une vie poétique, parce que ça sert à ça au final, en fait. C'est qu'en fait, juste dans l'écriture même de la poésie, quand on écrit, on n'est pas dans le jeu, pas dans le nous, on est entre les deux. C'est vraiment le trait d'union entre soi et le monde, entre le présent et l'avenir. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a une vraie magie quand vous écrivez en poésie. C'est pour ça que c'est une vraie invitation. Je pense que le plus bel acte poétique, c'est déjà d'écrire, pas d'apprendre des poèmes, mais d'écrire. Je dis ça pour l'école, parce qu'on a tous raté notre entrée en poésie, entre guillemets. Et l'autre partie, c'est effectivement l'acte le plus poétique qu'on puisse faire, c'est être soi. Pas croire en soi, mais être soi au monde pour justement œuvrer durablement demain. Ouais, je craque. Merci Vincent. Et je terminerai sur quelque chose, parce que les Jeux Olympiques m'ont beaucoup inspiré aussi, c'est que en fait, par rapport à nous, la France, il y a aussi cet ADN aussi potentiellement d'être un phare universel, donc c'est un petit peu ce qu'on avait potentiellement dans l'histoire. Je trouve qu'en France, dans la vie comme dans les Jeux Olympiques, en vrai, quand on regarde, en fait, on fait les choses avec poésie, c'est-à-dire avec grâce,
avec magie, audace, avec corps, cœurs et âme. Et en fait, c'est justement pour faire briller notre aura vers le nirvana, telle une œuvre d'art. Et je pense que le fait de vouloir faire de sa vie une œuvre d'art, faire de sa vie un poème, et de notre avenir collectif une œuvre d'art, c'est une belle projection aussi vers demain. Merci. Le niveau est très haut ce soir, hein. Je crois que vous avez choisi la meilleure conférence, c'est sûr. Alors, Magali, il faut quand même revenir un petit peu au prosaïque. Hein. J'étais sûre. Voilà, et parce que il faut manger déjà, et puis on peut être utile dans sa mission professionnelle à condition de prendre un autre angle. On dit souvent les responsables RSE, ils voient la même chose que les autres, mais un petit peu différemment. Alors parle-nous un petit peu d'Imagine 2050, parce que c'est ça qui te fait vivre en partie. Et comment ça marche? Parce que je pense que c'est important que tu expliques cette organisation. Nous, on a eu la chance dans le groupe qui m'emploie d'utiliser tes services, et c'est vrai que ça nous a vachement aidé, même si on n'est pas encore complètement arrivé, mais heureusement que tu es venu quand même. Alors, comment ça marche, comment tu opères, et comment ça peut aider d'autres organisations? Explique-nous. Yes. Alors, ce qu'on fait donc avec Imagine 2050, c'est un peu de production vidéo impact, c'est là où je mets ma poésie, mais principalement du conseil et de la formation, c'est-à-dire qu'on est aussi un institut de formation Calliope. Et pour vous donner des exemples très très concrets de ce qu'on a fait, je vais diffuser une première vidéo. Oui, alors après si j'appuie sur le bouton, c'est ça, et ça devrait marcher. Alors ça c'est le bouquin, ça, ouais. Et la vidéo, la voici. Vous avez un super pouvoir, celui de raconter des histoires. Voilà. Qui c'est qui a la pas sobriété, payé... la concision. Là, je pense que Produral n'a pas payé son abonnement à Bouygues Télécom, non? Ouais. Bon, on relance. Vous avez un super pouvoir, celui de raconter des histoires. Alors, c'est un énorme teasing pour que vous alliez voir sur le site d'Imagine 2050. Désolé. Voilà. Alors, je vais vous montrer cette vidéo qui est notre MOOC Imagine 2050, qui est un MOOC donc pour vous apprendre à déconstruire et à reconstruire vos imaginaires. Et donc, ça, c'est un petit bijou qu'on a fait avec Yasmina Auburtin et puis la Jolie Prod, justement pour accompagner un maximum de personnes, parce qu'on ne pouvait pas toujours faire du présentiel, et expliquer justement en fait l'enjeu qui est de comprendre la distinction entre les mythes et les lois de la nature, à savoir que on est très très fort en tant qu'être humain à construire des mythes tels que l'argent, les lois, l'économie, la religion, etc. Et on a tendance un petit peu à oublier les lois de la nature, les lois du vivant, avec par exemple l'ouragan Kirk qui nous le rappelle encore aujourd'hui. Et donc, tout l'enjeu des prochaines années, qui est un enjeu quand même super excitant aussi, ça va être d'adapter nos mythes de société à ces lois de la nature. Et alors, chez Imagine 2050, on s'appuie beaucoup sur la théorie du donut de Kate Raworth. Alors, petit sondage dans la salle, qui connaît la théorie du donut? Qui ne connaît pas la théorie du donut? Ok. Sortez. Bon, du coup, j'hésite un peu, comme vous êtes deux là. En deux phrases, le donut, c'est un beignet très appétissant que vous connaissez tous, avec un trou au milieu. À l'extérieur du donut, eh bien, vous imaginez les 9 limites planétaires. Le climat en est l'une, mais ça n'est pas l'unique. Et aujourd'hui, on en a déjà dépassé 6, potentiellement une 7e. À l'intérieur du donut, c'est le plancher social nécessaire pour vivre dignement. L'objectif, vous l'aurez compris, c'est de vivre à l'intérieur de ce donut. C'est très facile. Un enfant comprendrait ça, c'est du bon sens. Et donc, la manière... Est-ce qu'un président de la République peut comprendre? Un président de la République est très gourmand et mange le donut. Voilà. Merde. Répartition des ressources. Justice sociale. Bref, donc revenons à nos moutons.
L'enjeu, c'est effectivement que tout le monde comprenne ce qui est en train de se passer. Et je vais donner un exemple qui est celui de la Convention citoyenne pour le climat, autour de laquelle on a énormément œuvré avec Cyril Dion, qui faisait partie des 3 garants et qu'on a couvert avec l'association On est prêt. Et au moment de la Convention citoyenne pour le climat, quand Valérie Masson-Delmotte est venue faire son exposé, il y a beaucoup de citoyens qui nous ont dit que c'était une vraie baffe et qui ne comprenaient pas pourquoi les médias ne nous alertaient pas sur la gravité et l'urgence de la situation. Donc, une des choses qu'on fait chez Imagine 2050, avec Laurent Esposito qui est là, c'est notamment de l'accompagnement des journalistes. Par exemple, on a accompagné des journalistes de l'AFP dans tous les bureaux du monde, on a accompagné les journalistes de TF1, on a accompagné les journalistes du Parisien sur la compréhension des grands enjeux climatiques. On a déjà vu la transformation dans les conférences de rédac. C'est hallucinant et ça nous fait super plaisir. Donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est l'accompagnement de scénaristes. On a accompagné les scénaristes de Plus belle la vie, par exemple, sur plusieurs arches. Et l'une d'entre elles, c'était une arche de blackout. Et à ce moment-là, ils viennent nous voir et ils nous disent « Bon, on n'a que des scénarios dystopiques qui nous viennent en tête. C'est la guerre civile, notre histoire. Donc est-ce que vous n'avez pas des histoires un peu plus positives à nous inspirer ?» Et donc nous, ce qu'on fait quand on accompagne les scénaristes, c'est qu'on va voir ce qui s'est passé dans la vraie vie. Donc on a enquêté sur des blackouts qui ont réellement eu lieu, notamment aux États-Unis, au Texas. Et là, on a découvert énormément de belles histoires, d'histoires d'entraide. Et c'est avec ça qu'on les a nourris. Pourquoi ? Parce que nous sommes des êtres de mimétisme, qu'on sait que les catastrophes vont se multiplier, c'est un fait. Et pendant ces catastrophes, il faut qu'on apprenne, d'ores et déjà, ce qu'est l'entraide. Donc, c'est ce genre de choses qu'on essaye d'insuffler, par exemple aussi avec une collection jeunesse Glénat. Et je vais donner peut-être 2 derniers exemples que sont les résidences. On organise des résidences de 3 jours où on emmène des influenceurs, donc ça c'est avec On est prêt. On amène des influenceurs, et là on va faire la même chose avec les scénaristes. 3 jours dans la nature, dans des accompagnements tête, cœur, corps. Et là, c'est pareil, il y en a plein dont on les voit se transformer, prendre conscience de la gravité de la situation, et puis après, ils sont énormément en demande de comment parler à leur communauté. Et le tout dernier exemple, qui est celui que je préfère, c'est les ateliers de design fiction, parce que là, on travaille vraiment nos imaginaires et on fait bosser tout le monde. On réactive les imaginaires, et c'est Rob Hopkins qui dit qu'à partir des années 90, le quotient intellectuel a continué à grimper, tandis que le quotient de l'imaginaire s'est effondré au moment même où on en a le plus besoin. Et le fait de réactiver l'imaginaire dans des exercices comme les exercices de design fiction, en fait, ça nous replonge dans un aspect très ludique et une énergie où on sent qu'en fait, on a le pouvoir de faire les choses. Et c'est cette énergie-là, en fait, qui est nécessaire à réactiver parce que tout le monde a la capacité d'agir, vous avez la capacité d'agir, et notre invitation, c'est que tout le monde agisse au maximum de ses possibilités. Et ça, je peux vous garantir que ça rend beaucoup plus heureux. Bravo, bravo, bravo. Bravo Magali. C'est tellement vrai. C'est tellement. Alors maintenant, bon, on va passer aux travaux pratiques, mon cher Vincent. C'est vrai que finalement, tous les grands hommes et les grandes femmes, surtout, je ne peux pas faire d'erreur, hein, les grandes âmes sont des super bons en éloquence. Et je crois qu'il y a même des écoles d'éloquence maintenant qui ont repris, notamment Saint-Denis. Voilà. Et on va faire un test tout de suite. On va savoir si tu es bon en éloquence. Pour illustrer la puissance du verbe, est-ce que tu pourrais nous lire ton texte des 101 mots? Alors, je vous promets que ce livre, il est vraiment trop bien. Parce que, d'abord, j'espère que vous allez en faire la publicité, parce que c'est du bon cholestérol, ça. Hein, c'est vraiment de la bonne pub. Parce que c'est des textes de 3000 signes, de 101 personnalités qui ont été sélectionnées pour leurs compétences sur ce sujet. Et pour faire des textes qui disent des choses en 3000 signes, il faut quand même réfléchir un peu, parce qu'on n'a pas la place pour faire du blabla, quoi. Il faut aller straight to the point. Alors, tu peux te lever même pour voilà, ça sera mieux, pour lire ton texte. Alors écoutez bien, c'est merveilleux. Gentil. Donc mon mot, c'était révolution poétique. J'ai fait un rêve. On fera la révolution. J'ai fait un rêve, on fera la révolution. J'ai fait un rêve, on fera la révolution. Harmonie, H-A-R-M-O-N-I-E. C'est l'humain
en amour, qui rêve d'un monde en osmose avec le nous, dans l'invisible des étoiles, harmonie. Alors que la musique soit bonne, pour que l'on chantonne un futur désirable où nos enfants nous pardonnent, si l'on abandonne nos excès d'empreinte carbone vers un nouvel âge d'or sans en faire des tonnes. Le combat écologique contre l'ébullition climatique et l'inertie systémique sera triple. D'abord scientifique, pour comprendre le présent avec les données disponibles au présent. Ensuite poétique, pour nous élever et nous donner envie d'aller vers des futurs plus apaisants. Enfin politique, pour faire cœur en société et œuvrer ensemble pour y aller dès maintenant. Alors ici, nous devenions tous des leaders poétiques, des révolutionnaires à l'imaginaire visionnaire, des alchimistes altruistes et empathiques, connectés au vivant et focalisés sur l'essentiel, apportant ce supplément d'âme à nos entreprises si vitales pour que la planète demeure habitable. Oui, osons changer le statu quo vers un statu quo lectif afin de réenchanter le monde et coécrire l'avenir. Alors cap ou pas cap, de changer de cap. Mettons le cap sur la régénération et composons la métamorphose du cosmos en osmose vers notre apothéose. La poésie est révolutionnaire, écrivait le révolté Albert Camus. L'harmonie, notre voix salutaire, ceux qui vont mûrir vous saluent. Révolution française, élévation universelle, génération réveil, murmuration de nos ailes, une grande bouffée d'air frais, des rêves de changer d'air pour dessiner nos plus belles allées-lumière. Mais comment réveiller la flamme olympique du révolutionnaire dans nos tripes? L'avenir sera magique ou tragique, dépendant de la manière dont on s'agite. Nous avons tous le choix dans la matrice, soit être en service, soit se servir du vice. Alors merci d'opter pour que les récits qui réussissent soient aussi ceux qui nous réunissent. Et s'il crie « Pas de panique à bord du Titanic », bien que le navire chavire à un rythme frénétique, régulons nos affaires, nos excès, nos profits en deçà des limites planétaires pour entrevoir des modèles à horizon plus bénéfiques. Nous ne sommes pas les derniers des Mohicans, ni les premiers à vivre en harmonie avec les éléments. Nous sommes juste des survivants qui avançons le cœur vaillant, tels des chevaliers du présent, prêts à tout pour servir le vivant. Avec des si, on change le monde, évidemment. Mais c'est en sortant des cycles qu'on le change vraiment. Biodiversité, objectif premier. Faire un avec le vivant. Et passer du gagnant-perdant au gagnant-gagnant, au gagnant-vivant. Habiter poétiquement le monde n'est pas qu'un trip. C'est une ode à une vie plus poétique, sobre et authentique. Car nous aurons besoin d'émerveillement et de paysages plus émouvants. L'être humain ne devenant resplendissant que quand il est attendrissant. Alors décarbonons nos énergies et réenchantons nos modes de vie. De la révolution poétique à un monde en harmonie, que la fluidité devienne la voie symbiotique de la vie. Utopie, mission 1 ou D possible, décollage aujourd'hui. Je suis, tu es, nous sommes tous des révolutionnaires. Alors rassemblons les loups solitaires en un tout solidaire. Un poing en l'air et l'autre main sur le cœur. Et transcendons nos écosystèmes avec des je t'aime. Donc de grâce, oui, devenons tous des leaders poétiques. Seul on va vite, mais unis, on devient fantastique. 8 milliards d'êtres humains dans une même équipe, génération iconique, ce film de cap et de paix sera épique. Nous sommes le futur, nous sommes la culture et même la nature, tous des êtres sublimes et en lien que Gaïa enfante, alors que l'avenir devienne notre plus grandiose aventure. Vive la RSE et meilleurs vœux de voix sage jusqu'en 2050. J'ai fait un rêve, nous ferons la révolution. J'ai fait un rêve, nous ferons la révolution. J'ai fait un rêve, nous ferons la révolution poétique. Merci beaucoup. C'est trop bien. Merci. Et il y a 100 autres sublimes textes à découvrir dans ce superbe livre. Ouais, franchement, ils sont tous bien, mais celui-là est très bien. Voilà. Il est très très bien. Donc, on va passer maintenant à la partie questions. Donc, Magali, c'est pour toi la première. Hein. Et donc là, il y a tous les tamalous de la salle là,
qui se disent bon, oui, mais enfin, dans mon entreprise, ça ne se passe pas tout à fait de la bonne manière. Hein, j'avale des boa constrictors toute la journée, voire des pitons. Donc il y a une première question, la plus likée, qui dit voilà, mais comment faire en sorte que quand les équipes sont pas véritablement sensibilisées à tout ça, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Comment on peut faire la première chose qu'on pourrait leur dire pour essayer de les faire changer d'avis, ça serait quoi? C'est de vivre des expériences collectives. Alors, le mieux, c'est quand vous arrivez à le faire au bureau, c'est-à-dire de constituer un petit groupe de salariés qui parlent de ces sujets-là, qui est le plus motivé et qui va essayer d'impulser des trucs en interne, un peu en loose day, avec la formation, avec la RSE ou à d'autres endroits. Donc, ça peut être des fresques. Il y en a plein des fresques. Ça peut être la projection d'un film avec une projection débat derrière. Vous pouvez inviter quelqu'un. Il y a plein de réalisateurs qui seraient ravis de faire ça, de discuter soit avec les salariés, soit avec le CODIR. Vous pouvez organiser pour le CODIR des déjeuners, des petits déjeuners en one-to-one ou bien avec une dizaine de personnes. Vous pouvez organiser des résidences. Il y a 1 milliard de trucs à faire. Venez nous voir avec Laurent à la sortie, on vous répond parce qu'il y a une liste et c'est drôle. Vous pouvez lancer aussi des challenges en interne, des challenges zéro déchet, des challenges j'achète plus rien de neuf. Enfin, il y a 1 milliard de trucs à faire, quoi. Et en jouant. Alors encore une question pour toi, Magali. C'est bon, t'es toute jeune encore, mais tu as quand même forcément des expériences dans les organisations dans lesquelles tu as évolué. C'est quoi ta plus belle histoire, le plus beau déclic auquel tu as assisté? Le plus beau déclic auquel j'ai assisté? Ouais. Je sais pas, on brainstormait là-dessus hier avec On est prêt. Et suite au premier défi d'On est prêt, c'était un défi de 1 mois, ludique, 1 mois pour le climat, une action par jour. Et un peu par hasard, au Congrès mondial pour la nature, je rencontre une championne de natation, Coralie Balmy, grande championne, hein, qui vient me voir et qui me dit « T'as changé ma vie ». Moi, je la connaissais pas. Et je dis « Mais comment ?» Elle me dit en fait, j'ai arrêté de manger de la viande, je suis devenue végétarienne. Ça n'a pas du tout impacté mes performances sportives. Ça interpelle tous mes potes sportifs autour de moi. Je me sens vachement mieux dans ma tête, dans mon corps. Et ça m'a bouleversée qu'elle me raconte ça. Voilà, c'est juste un exemple. C'est un super exemple. Ouais, c'est vrai que de ne pas manger de viande, ça maintient en forme. Hein. Je confirme. Je confirme. Je peux faire la course avec qui vous voulez dans cette salle-là. Ouais. Une autre question, alors cette fois-ci c'est pour toi. Comment on fait pour gérer les cyniques et les sarcasmes? Parce que le poétique, c'est des trucs de montrer ses émotions dans l'entreprise. C'est pas souvent c'est dénigré, c'est pas bien de pleurer, c'est pas bien de montrer qu'on est malheureux. Comment on peut lutter contre ça? Parce que c'est quand même les vrais faibles, c'est ceux qui montrent jamais leurs émotions. On est d'accord. Bon. Comment? En faisant vivre tous ensemble une expérience collective. Et moi, c'est ce que je fais à chaque fois que j'interviens dans fondamentalement toutes les boîtes du CAC 40 en France et à l'étranger aussi, même dans tout type de start-up ou d'association. Je fais des conférences expérientielles où en fait, dedans, progressivement, sur le pouvoir des mots, le pouvoir des rêves, le pouvoir d'être soi, où je demande à tous d'écrire pendant 10 minutes ou plus si c'est en plénière, que ça dure 1 heure ou plus si ça dure plus longtemps, d'écrire par exemple une lettre poétique au futur. Et en fait que chacun puisse se connecter déjà à sa propre singularité pour se connecter à ça, en fait, donc trouver un premier mot-clé de vie pour commencer à écrire. Et ensuite écrire une lettre poétique au futur en la dédiant soit à ses enfants, soit aux générations de demain, et en expliquant en fait sous forme de manifeste ou de lettre comment est-ce que cette personne-là et chacun souhaiterait contribuer de manière individuelle à notre avenir collectif. Et donc en fait, ils écrivent en fait dans leur flow en fait de manière intuitive après le début justement de ce voyage poétique là, et en fait ce qu'il sort de là, le but c'est de passer du mental au cœur. C'est pour ça que moi le seul critère seule règle que je donne en fait dans ces conférences, c'est juste d'écrire avec le cœur et de relire avec la tête, justement pour qu'on soit vraiment connecté, pas au mental. Et en fait après ça il y a un moment de partage collectif des œuvres. Et ce moment-là de partage collectif des œuvres, sur base de volontariat ou sinon tout le monde passe, c'est un spectacle humain absolument sublime, parce qu'il n'y a rien de plus beau que quelqu'un qui est en accord avec ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Et le fait d'aller sur scène, de donner une part de son intimité, de sa vulnérabilité, c'est ça qui nous connecte à l'humanité. Et en fait, le fait que justement, en tant que leader, en fait, par exemplarité, on s'autorise le droit de faire, du coup, ça autorise les autres à le faire. Et donc, c'est un effet boule de neige. Et en fait, que justement, toute l'équipe puisse justement vivre ce même voyage-là pour avoir au final le même déclic de effectivement oser être soi au monde tel qu'on est, parce qu'on a tous, en gros, moi quand je parle d'harmonie, beaucoup cette quête d'harmonie, c'est le fait d'une société réenchantée, c'est une société où justement chacun est dans sa zone de talent pour contribuer au bien commun. Et c'est ça le but, c'est de révéler en fait sa véritable valeur ajoutée.
Et donc c'est pour ça d'ailleurs que je fais rarement des concours de poésie. Moi pour le coup, c'est que je me garderais bien de juger une œuvre par rapport à une autre, parce qu'en fait il n'y a rien de plus beau que justement quand on est soi en fait. C'est pour ça que je dis l'acte le plus poétique, c'est d'être soi. Et donc en fait quand on vit ce moment-là collectif, du coup on est sur la même ligne d'arrivée ou de départ vers une nouvelle vie demain. Et donc ça crée en fait justement une connexion profonde à qui l'on est, et aussi une connexion profonde justement au groupe pour pouvoir avoir une belle collaboration demain, sachant que le but c'est de coécrire l'avenir ensemble. Donc, voilà. Trop bien. Alors une question non préparée, attention. Hein. Si vous avez une recommandation à faire, parce qu'en fait on a besoin d'avoir des outils, des méthodes, tu en as un petit peu parlé avec ce que tu proposes dans ton organisation, mais qu'est-ce que tu pourrais dire maintenant si demain les gens qui sont ici ont envie de s'y mettre, c'est une première action rapide que tu peux recommander à nos auditeurs ici là. Inscrivez-vous au MOOC Imagine 2050. C'est gratos pour les particuliers. et on mettra sur le site du C3D la vidéo qu'on n'a pas pu passer, comme ça les gens pourront la voir. Donc c'est une très bonne recommandation. Et toi, Vincent, tu as une recommandation à faire ? Là, maintenant, pour changer, de tester quelque chose que vous n'avez jamais fait dans votre vie, qui est à hauteur du possible pour vous par rapport justement à faire pas un grand écart mais un premier pas, un petit peu sur cette métaphore de Indiana Jones dans la dernière croisade où en fait il est en train de lire en fait il est devant une falaise où il n'y a pas de pont et en fait il lit en fait le livre de son père qui est joué par Sean Connery en fait où il y a un pont qui est devant et en fait il comprend que en fait le pont va apparaître quand on fait le premier pas. Et justement c'est ça en fait, j'adore cette citation aussi de Christophe Colomb qui dit qu'on ne sait pas on ne va jamais aussi loin que quand on ne sait pas où l'on va. Je trouve que c'est beau en fait justement d'avoir l'audace de proposer quelque chose de nouveau au monde. Ouais. Et donc c'est ça, ouais, de faire quelque chose qui n'a jamais été fait justement pour que ces équipes puissent en fait avoir l'autorisation eux-mêmes d'être invités à faire quelque chose de nouveau aussi, d'être un peu plus soi et d'un peu plus utile au bien commun aussi demain. Ouais. Dans le moins poétique, moi j'avais un con qui avance va plus loin que 10 intellectuels assis, mais c'est vrai. Tu sais, il y a une citation que j'adore de l'ancien patron de LinkedIn, l'un des cofondateurs, qui dit que si tu n'as pas honte de la première version du produit que tu lances, c'est que tu l'as lancé trop tard. C'est très bien justement pour changer le statu quo, l'énergie d'une pièce, justement déjà le poids des mots, mais aussi justement qu'est-ce qu'on propose de nouveau en fait, de novateur. Bon, j'espère que cette conférence vous aura plu. Oui ? Bon, super. Alors maintenant, il y en a quand même beaucoup qui vont devoir sortir de la salle. Alors, je vous explique le truc là. C'est que maintenant, on va faire le lancement officiel du livre des 101 mots avec les co-auteurs, qui ne sont pas tous là, qui sont dehors. Et donc ceux qui sont inscrits pour la conférence sur le lancement officiel, ils restent. Ceux qui ne sont pas inscrits, hélas, ils vont devoir sortir. Je suis désolé. Mais parce qu'il va se passer quelque chose de singulier ici avec les co-auteurs et les membres du C3D. On vous remercie. À bientôt.